verrez qu'elles sont relativement maigres et qu'il y a quand même quelques incertitudes rémanentes, notamment concernant la dosimétrie des personnes, je parle surtout des liquidateurs, et des insuffisances épidémiologiques, car il n'y a pas eu, disons, d'organisation satisfaisante permettant un recensement précoce des populations qui ont été affectées, si bien qu'il est bien difficile à l'heure actuelle de faire le point en épidémiologie environnementale de ce qui est significatif, de ce qui ne l'est pas. La qualité du recueil des données n'est pas satisfaisante. On peut espérer, entre guillemets, après Fukushima, puisque de manière extrêmement précoce, les autorités nippones ont décidé de faire une enquête épidémiologique de cohorte, réunissant les 2 millions de personnes vivant dans la préfecture de Fukushima, et ils s'apprêtent à les suivre pendant une cinquantaine d'années. Et dans cette population-là, il y a environ 300 000 enfants qui vont être suivis de manière extrêmement régulière, avec un suivi médical qui permettra de faire un bilan dont on peut espérer avoir quelques données dans la dizaine d'années ou les dizaines d'années qui suivent. Et fort heureusement ou malheureusement pour le résultat de l'épidémiologie, les expositions sont tellement faibles qu'il est fort probable que les résultats qu'on en obtiendra ne permettront pas de préciser ce qui se passe entre 0 et 100 millisievert. On a également des données qui sont utilisables concernant les expositions professionnelles. En général, il y a un bon suivi, il y a un environnement médical qui est très adapté. Le message général qui passe, c'est que dans ces populations-là, il y a moins de cancers que dans les populations générales, celles qui ne font pas partie des travailleurs nucléaires, et que cet effet est attribué à quelque chose que je ne comprends pas bien, peut-être Tony nous l'expliquera mieux, qui est l'effet du travailleur sain. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont manifestement liés, qui ne sont pas liés simplement à la sélection à l'embauche de ce personnel-là, qui les protégerait 30 années plus tard, 20 ou 30 années plus tard, contre l'apparition de cancers éventuellement liés aux expositions qu'ils ont subies. Alors je crois que lorsqu'on essaye de raisonner sur les faibles doses en matière d'irrayonnement, il ne faut pas oublier l'essentiel. Dans le premier essentiel, je l'ai déjà rappelé, nous sommes tous, de manière constante, exposés à la radioactivité. Deuxième point, on connaît les rayonnements ionisants et leurs effets depuis pratiquement un siècle. On a vu les effets délétères dès 1902, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, c'était tout à fait évident. Et l'actualisation est faite de manière régulière au sein de l'ONU par un comité scientifique qu'on appelle le comité UNSCER, et qui permet, dans le cadre des réunions qui sont faites à Vienne, chaque année de faire le bilan de ce qu'est l'exposition de la population, de ce que sont les résultats épidémiologiques et biologiques qui permettent de définir quels sont les risques qui en découlent. Point important, qui a été établi très rapidement à partir des années 70, c'est qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle dans l'espèce humaine, alors qu'on l'a établi dans les espèces animales, d'effets génétiques qui soient induits, c'est-à-dire que l'exposition des gamètes de l'homme et de la femme ne sont pas, à l'heure actuelle, à partir des données épidémiologiques que l'on connaît, en particulier les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, associés à des tares génétiques qui soient transmises dans les générations. Ceci va contre une idée qui apparaît régulièrement dans les médias, mais à l'heure actuelle, la vérité de la science nous permet de dire que l'on ne sait rien de ces effets génétiques chez l'homme. Lorsqu'on en fait une évaluation, on le fait par extrapolation à partir de l'animal. Les extrapolations progressivement sont réduites dans la mesure où le suivi des populations que l'on fait par voie épidémiologique permet de réduire le risque qui a été attribué à l'heure actuelle. Dans la dernière publication de la Commission internationale de protection radiologique, on a diminué le risque génétique théorique par un facteur 3 parce qu'il était incompatible avec l'observation épidémiologique. Point important, en ce qui concerne les pathologies qui ne seraient pas des pathologies cancéreuses, donc on élimine les pathologies génétiques, il y a un consensus assez net à l'heure actuelle pour dire qu'on ne voit rien au-dessous de 500 millisieverts qui s'éloignent donc du domaine des faibles doses, et je ne les traiterai pas de matière particulière. Il y a un petit doute concernant les opacités cristalliniennes. Si vous me questionnez sur ce point, on pourra y revenir. Point également important, et qui fait partie de l'essentiel, c'est qu'il y a une convergence tout à fait nette entre toutes les données, quelle que soit leur provenance, qu'elles viennent aussi bien de la nature environnementale, par exemple la vallée de la Telcha, qu'elles viennent des irradiations médicales, qu'elles viennent des irradiations professionnelles ou accidentelles, je pense en particulier à Hiroshima et Nagasaki. Alors le point qui surprend le plus l'opinion, c'est pas votre cas, il faut quand même le rappeler, c'est que Hiroshima et Nagasaki, ça fait pas beaucoup de cancer finalement. Qu'est-ce que c'est comme population? C'est une population d'environ 200 000 personnes, qui a été réduite à peu près, en ce qui concerne ceux qui sont intéressants pour l'épidémiologie, à un cercle de 10 km autour du point d'impact, là où est tombée la bombe, et cela fait environ une population d'environ 120 000 personnes, dont on a épuré une certaine fraction de manière à avoir celle qui correspondait le mieux du point de vue de l'exposition, pour lesquelles il y a moins de doutes
concernant la reconstitution des doses qu'ils ont pu recevoir. Cela fait une population d'un peu plus de 85 000 personnes et qui sont suivies donc de manière extrêmement précise, en tout cas depuis 1956. La dose moyenne est d'environ 200 millisieverts. Il y a à l'heure actuelle, en 2010, je crois, 42% de survivants à l'heure actuelle, et l'espérance de vie moyenne de cette population-là est encore de plus de 80 ans, donc il n'y a pas d'effet sur la longévité. Quels sont les nombres dont on parle à l'heure actuelle? Eh bien, ces nombres sont à l'heure actuelle de 440 cancers en excès, en ce qui concerne les cancers fatals, ce qui résulte, disons, des études concernant la mortalité par cancer, et cela représente, dans l'ensemble de cette population, environ 5% des cancers. En ce qui concerne les leucémies, c'est moins de 100, mais par contre, on s'aperçoit que jusqu'à présent, disons, la contribution de ces leucémies radioinduites par rapport à l'ensemble des leucémies est élevée, c'est 46% de cet ensemble-là. Les données existent concernant l'incidence, c'est-à-dire non seulement les cancers fatals, mais les cancers qui ne sont pas fatals, ceux qui ne tuent pas l'individu, à l'heure actuelle, sur une population un petit peu différente, qui fait un petit peu plus de 100 000 individus, c'est pas la même que la population de référence, qui fait 86 572 survivants. On a observé un excès de 850 cancers qui sont dus à cette exposition-là, sur un nombre total de cancers induits qui sont de 17 500. Voici les chiffres. Ça n'a rien à voir avec les 200 000 morts, bien sûr, qui sont imputables aux effets directs et immédiats de l'exposition au rayonnement ionisant après le bombardement d'Hiroshima. En ce qui concerne la forme de la relation aux effets, d'une manière générale, on admet, et c'est plus, comme le rappelait le ministre Mirou, une attitude qui correspond à une attitude prudente, de manière à gérer le risque de manière satisfaisante. On peut faire passer dans la courbe qui décrit les relations entre l'exposition et l'effet plusieurs formes de relations. Certaines, c'est ce qui est figuré en rouge ici, c'est la conclusion qui est celle de la protection de la Commission internationale de protection radiologique pour les besoins de la gestion de risque. Mais il existe d'autres possibilités, et vous voyez que lorsqu'on prend les écarts types d'incertitude concernant ces valeurs, on peut faire passer dès l'origine des relations qui ressembleraient à des relations à seuil, et éventuellement, pour certaines d'entre elles, et c'est encore plus net pour des leucémies, des courbes qui se traduiraient dans le domaine des faibles doses par une diminution de l'effet, ce que quelquefois on décrit sous le nom de phénomène d'hormésis. Ce n'est pas la meilleure interprétation possible, mais elle n'est pas exclue, en tout cas, des données épidémiologiques telles qu'elles sont présentées à l'heure actuelle. Ce sont les dernières données que j'ai pu rassembler et qui datent de 2012, présentées par Rosaza dans les documents du RURF. En ce qui concerne les cancers de la TETCHA, à mon avis, c'est très intéressant parce que ça évite un certain nombre de mythes. On voit de temps en temps dire, dans nos milieux en particulier, que bon, on a peut-être été trop sévère en ce qui concerne l'évacuation des populations et qu'on pourrait tolérer, par exemple, 100 millisieverts par an. Je crois que l'expérience de la TETCHA, pour laquelle l'exposition moyenne est comprise aussi entre 200 et 300 millisieverts, nous dit qu'il ne faut pas le faire. Ce sont des expositions qui ont été étalées sur le temps, pendant extrêmement longtemps. Le rejet à la rivière date des années 50, donc c'est quelque chose qui maintenant a plus de 50 ans de suivi, donc on sait très pas. Une partie de l'exposition a été faite à des débits relativement élevés dans les premières années après, mais l'essentiel quand même de la dose sont des doses qui ont été délivrées sur un temps long. Donc on voit manifestement, comme chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, qu'au-delà de 150 millisieverts, il y a une augmentation des cancers. C'était vrai également pour les leucémies, au-delà de 200 millisieverts. En ce qui concerne les coefficients de risque qui en découlent, pour les leucémies, pour la vallée de la TETCHA, c'est manifestement une atténuation. Il y en a moins que ce que l'on pourrait prévoir à partir des données d'Hiroshima et de Nagasaki. Pour ce qui concerne les cancers solides, c'est à peu près équivalent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur d'atténuation qui soit dû à des très faibles débits. On ne le discerne pas de manière nette. L'une des raisons pour lesquelles ça ne se passe pas, c'est qu'on a affaire avec les cancers de la TETCHA à des cancers qui résultent d'expositions qui sont hétérogènes. Une partie importante de la contamination, de la dose est liée à des contaminations radioactives, notamment avec du strontium qui se fixe dans les os et des terres rares qui ont pratiquement la même localisation, qui aboutissent à une dose relativement élevée. La dose moyenne au niveau de la moelle est de 5 à 600 millisieverts délivrés à ces résidents de la TETCHA. On peut penser qu'un certain nombre de phénomènes ne ressortissent plus à des mécanismes liés à ce qu'on appelle les faibles doses, mais à des doses qui sont des doses modérées, pour lesquelles on sait bien qu'effectivement, pour ces doses-là, il y a des conséquences sanitaires à prévoir. Maintenant, pour arriver à ces valeurs qui vous sont certainement en mémoire, qui sont le risque nominal sur l'ensemble de la population lorsqu'elle sera amenée à l'extinction, tout le monde de ceux qui ont été exposés seront morts et on aura fait le bilan de l'ensemble des cancers qui ont été induits. On arrive à des valeurs qui sont de 5% par sievert pour les cancers qui sont des cancers fatals.
l'ensemble des cancers sont des cancers fatals. Alors, pour savoir si ces données sont des données réelles, il a fallu faire un certain nombre d'hypothèses. L'une des hypothèses était que le risque relatif, c'est-à-dire le nombre de cancers observés par rapport à ceux qui étaient attendus, était constant en fonction du temps. Et là, on s'est aperçu, dans les données récentes, les plus récentes, et ça n'a pas été pris en compte dans l'évaluation des 5% décibels, que finalement, pour les populations les plus sensibles, notamment les populations les plus jeunes, le risque relatif diminuait en fonction du temps. Il y a perte de l'information qui a été donnée au moment de l'exposition, et progressivement, avec le temps, cette possibilité de développer des cancers a tendance à s'atténuer. Donc les évaluations de risque qui ont été faites, dans la CIPR 60 en particulier, à partir desquelles ont été fondées, disons, les limites pour les travailleurs et pour le public, sont probablement des valeurs qui sont surestimées simplement parce que le poids, disons, de la diminution du risque relatif dans les populations jeunes n'a pas été suffisamment pris en compte. Deuxième point, lorsqu'on veut faire l'évaluation du risque total, il faut faire des projections concernant l'existence ou non d'un risque aux faibles doses, et c'est bien notre projet à l'heure actuelle. Alors, pour des raisons qui sont des raisons de prudence, à l'heure actuelle, ce que l'on utilise, c'est la relation linéaire sans seuil, mais comme le rappelle ce document qui vient du rapport que nous avions fait à Académie de médecine, Académie des sciences, on vous rappelle qu'il existe plusieurs autres possibilités, celle d'une relation à seuil, celle d'une relation purement quadratique,